Quel avenir pour Madame Hidalgo à Paris? Quel avenir pour le Parti Socialiste? Et puis la politique, évidemment, d'Emmanuel Macron, qui fait réagir Georges Paul-Langevin, qui est député Nouvelle Gauche, puisque c'est le nom maintenant du Parti Socialiste, à l'Assemblée nationale. En tout cas du groupe. Du groupe, évidemment. Madame Paul-Langevin, bonjour. Bonjour. Paris est sale et Anne Hidalgo est accusée de mettre la poussière sous le tapis. Donc c'est vrai que moi j'habite un arrondissement, Le 20e. Hein. le 20e, dans lequel le problème est particulièrement significatif. Oui. Donc c'est vrai qu'il faut que les équipes de la mairie fassent plus et mieux. De la mairie centrale. Oui, et même la mairie d'arrondissement aussi. Oui. Plus et mieux pour nettoyer la capitale, mais il faudrait aussi que nos concitoyens deviennent un peu plus civiques. Moi, je marche beaucoup à pied dans mon arrondissement et je vois des gens déposer n'importe quoi, des sacs, des emballages, des vieux meubles. Oui. Donc, je me dis Ils ne quand respectent même, pas les encombrants. Alors, il y a un rapport qui a été commandé à l'IFOP pour interroger 105 habitants et qui a coûté 224 500 € pour enfiler les perles, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire de dire que Paris est sale, bah oui, parce que les Français sont sales ou les Parisiens sont sales. C'est pas scandaleux, ça, quand même, d'avoir commandé ça. Vous vous souvenez de Xavier Tibéri sur la francophonie? C'est-à-dire qu'au jour le jour, en tant qu'élu, on est toujours interpellé sur le fait que Paris est sale. Oui. Alors, la maire du 20e, Vous avez besoin de qui est faire quelqu'un peut-être c'est les causes, comment on peut faire pour faire en sorte que les gens se Vous avez comportent besoin d'un différemment. rapport pour ça? Moi, je ne suis pas élu de Paris, enfin, je ne suis pas élu municipal, mais peut-être qu'il faut avoir des préconisations, comme on dit maintenant, pour savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'on pourra toujours changer. Scandaleux, ce rapport. On peut toujours changer, je n'ai pas lu, mais on peut toujours changer de matériel. On peut toujours avoir de plus en plus de gens. 224 000 € pour un rapport qui ne fait que constater ce que tout le monde sait. Nous, en tant que parlementaires, nous faisons des rapports sans être payés. Donc, donc c'est pas bien. mais il faut peut-être des gens qui soient des spécialistes pour dire ce qu'il faut faire, parce qu'à un moment donné, on a envie de baisser les bras. Madame Hidalgo, elle joue pas sa mairie, là. En 2020, elle va être réélue ou pas? Je pense qu'Anne Hidalgo doit faire face à une situation difficile, puisqu'on a eu une sorte de tsunami au niveau national qui forcément va se répercuter au niveau parisien. Déjà, dans notre arrondissement, une partie des élus a constitué un groupe macroniste, donc tout ça est assez éclaté. Donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Elle est en baisse radicale dans les sondages. Il y a un sondage là qui a été réalisé pour les Échos et Radio Classique par Elab, qui montre que dans les rangs de ceux qui se déclarent sympathisants PS en France, sa popularité a fondu de moitié. Elle est à 32% aujourd'hui. Je pense qu'elle a passé beaucoup de temps ces dernières années sur l'international pour pouvoir obtenir la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques. Elle a trop passé de temps à l'étranger. Je pense que maintenant, il faut qu'elle se recentre sur la vie quotidienne des Parisiens. Madame Hidalgo doit se recentrer sur Paris. C'est votre message. Le Grand Paris, vous êtes inquiète de ça? Quel périmètre doit épouser ce Grand Paris? Deux solutions, Paris et les 3 départements de la Couronne, ou alors la région? C'est-à-dire que la région, c'est difficile, parce qu'à ce moment-là, je pense que Mme Pécresse ne serait pas d'accord. Mais il faut que l'agglomération parisienne dense, en quelque sorte, soit représentée. Mais nous avons fait toute une réforme récemment pour essayer d'éviter l'empilement de structures. Si là, on en recrée une, il faut, me semble-t-il, qu'elle fonctionne avec des moyens modestes et qu'elle ne soit pas superposée simplement à un millefeuille, enfin qu'on n'accroisse pas le millefeuille. Donc, si vous voulez, il faut que la métropole du Grand Paris fonctionne avec une structure légère. Mais ce qui est surtout préoccupant dans ces projets, c'est le coût considérable pour mettre ces nouvelles infrastructures de transport. Notamment les transports. Voilà. Donc, le Grand Paris Express, ça prend du retard. Voilà, il faudra qu'un jour on se pose la question de savoir... Ça va coûter près de 40 milliards d'euros. Voilà, si ce type d'infrastructure absolument énorme est indispensable à la vie quotidienne des Parisiens. Maintenant, le projet est lancé. C'est difficile, mais j'espère qu'on va arriver à le cantonner dans des budgets qui soient acceptables. Madame Paul-Langevin, il y a un autre projet, c'est l'avenir du Parti Socialiste. Est-ce qu'il va réussir à se construire? Vous êtes confiante pour ce congrès? C'est-à-dire que... Vous soutenez qui, vous? Au-delà du Congrès, ce dont je suis sûre, c'est que même si actuellement Macron et le mouvement En Marche marchent sur l'eau, si on peut dire, mais il y a de la place dans ce pays pour une gauche qui soit une gauche réformiste. Qui ne soit pas la France insoumise. Voilà, nous avons une gauche radicale qui a repris un peu du poil de la bête. Une gauche centriste. Voilà, le Parti socialiste est celui qu'on a un petit peu mangé des deux côtés, un peu sur les insoumis et sur Macron. Je pense que nous avons besoin de nous reconstituer en tant que gauche réformiste. Pour qui allez-vous
prendre parti? Alors moi, je pense que ce n'est pas, si vous voulez, l'essentiel. Ce que je souhaite, Vous êtes légitimiste? aujourd'hui, comme tout le monde a Ouais. été balayé, il n'y a plus de personnes qui soient légitimistes. Ce que je voudrais, c'est que nous ayons une direction qui représente un peu l'axe du Parti socialiste, donc qui soit C'est quoi des votre axe? réformistes, des sociodémocrates. Je pense que nous n'avons pas intérêt à essayer de copier Mélenchon. Il fait ça beaucoup mieux que nous. Donc on a intérêt à vraiment respecter l'identité de la majorité des électeurs socialistes. Monsieur Carvounas? Oui ou non? J'ai rien contre Luc Carvounas, mais... Monsieur Morel? Non plus, parce que je considère que là encore, ce n'est pas l'axe central des électeurs. Donc lui, non. Monsieur Le Foll? Ça peut être Le Foll ou Olivier Faure. Voilà, Olivier Faure. Qui est votre président de groupe. Voilà, mais moi personnellement, j'ai un faible pour Stéphane Le Foll, puisque je le connais depuis longtemps. Je sais que c'est un type solide, qui est un bon organisateur, et par conséquent, il me semble qu'il fera l'affaire dans une période qui est difficile pour le Parti Donc Madame socialiste. Paul Angevin soutient Stéphane Le Foll. Voilà. Ceci dit, j'ai beaucoup d'amitié pour Olivier Faure. J'ai voté pour lui il y a 6 mois comme président du groupe. Oui. Et je pense qu'en tant que président du groupe, il fait un bon boulot. D'accord. Mais, Ce qui les distingue tous les deux, c'est qu'il y en a un qui a plus d'expérience, qui a plus d'étoffe. Voilà, tout à C'est fait. ça? Qui est plus connu pour être plus bagarreur. D'accord. Il y a eu un vote qui a été organisé à l'intérieur du parti sur les statuts. Qui n'a pas été un franc succès. Ça n'a pas été un franc succès. Combien d'adhérents au Parti socialiste? Aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais ce qui est vrai, c'est que dans ma section, par exemple, il y a à peu près encore 250 personnes qui sont adhérentes et il y a eu 28 votants. Donc, 28 votants Bah oui. dans la section du 20e arrondissement? donc vous voyez, C'est vous qui la dirigez, cette section? Non, pas du tout. Non. Mais le débat n'a pas intéressé. Les débats statutaires n'intéressent jamais tellement les gens. Pourquoi? C'est de l'organisation, ça... C'est de la bureaucratie. Voilà, ça ne dépasse pas les foules. Est-ce que le Parti Je pense socialiste... que quand on va voter au mois de mars sur les motions d'orientation, je pense qu'il va y avoir plus de monde. On votera par section aussi? Ah oui, tout à fait. D'accord. Vous allez appeler dans votre section, dans la section du 20e, à voter pour Stéphane Le Foll? Dans ma section, je pense que ça va se répartir équitablement, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, à l'instar d'Emmanuel Grégoire, le premier fédéral, vont appeler à voter pour Olivier Faure. Donc je pense que ça va se répartir. Ça va se répartir. Et puis nous avions une tradition de frondeurs dans la section aussi. Donc ça va se voir. Voilà, le PS... alors on dit que la République En Marche a joué aussi un jeu dans... voudrait s'introduire, faire de l'entrisme dans ce congrès du Parti socialiste, qu'ils auraient même poussé un peu la candidature de Mme Bateau. Vous confirmez? Je ne sais pas, je ne suis pas du tout au fait des secrets des dieux, mais ça serait assez curieux que République En Marche, qui est extrêmement centriste, choisisse Mme Bateau, qui quand même a des positions assez affirmées. Vous regrettez sur beaucoup qu'une de choses. femme ne soit pas présente? Ça serait bien, oui. Ça serait bien. C'est vrai que Bateau présente, vous auriez voté pour elle? on ne vote pas pour une femme simplement parce que c'est une femme. D'accord. On vote aussi en fonction de convictions. Bateau a un côté qui m'intéresse, c'est son engagement écologiste. D'accord. Mais c'est vrai qu'on aurait eu une vraie patronne. Est-ce que vous affirmez, enfin vous confirmez que la République En Marche essaye d'influencer? Je vois pas, si vous voulez, je pense qu'ils ont tout intérêt à ce que le Parti socialiste soit faible. Oui. Mais d'ores et déjà, la République En Marche a attiré beaucoup de militants socialistes. Donc, et d'ailleurs, Vous Emmanuel dites que Macron... dans le 20e, par exemple, il y en a beaucoup qui sont partis Ah oui, pour qui sont la partis. République En Marche. Mais ils sont partis avant même l'élection présidentielle. d'Emmanuel Et Macron. une grande partie après que Macron ait été élu président. Quand vous dites Donc beaucoup, ça veut aujourd'hui, dire combien? Parce que vous dites que vous êtes quoi? Vous êtes 250? à mon avis, maintenant il y a plus d'une centaine de militants socialistes qui D'accord. sont allés à République En C'est-à-dire Marche. un bon tiers. Ah oui, et beaucoup d'élus. D'accord, très bien. Le Parti socialiste peut mourir? Je ne le pense pas. Actuellement, il n'est pas en bonne forme, et ça c'est clair. Mais dans notre échiquier politique, s'il n'y avait pas un parti de gauche réformiste, il manquerait vraiment quelque chose. Vous allez participer activement à ce congrès, à cette campagne? Non, moi je pense que aujourd'hui, très franchement, il me semble que je suis plus utile à m'investir à l'Assemblée, où nous sommes très peu nombreux. Oui, Nous 30. sommes Voilà, nous sommes 30 et dans ma commission sur les affaires culturelles et l'éducation, nous sommes 4. Oui. Je dirais presque 3,5 parce que nous avons une collègue de Martinique qui vient quand elle peut. Oui. Donc, je crois que compte tenu du nombre de sujets que nous avons étudiés, je suis plus utile là à m'occuper de position de la gauche sur ces sujets-là que dans une bagarre de congrès pour laquelle j'ai jamais été très douée. D'accord. Alors, vous avez été ministre de l'Outre-mer. Il y a des assises actuellement de l'Outre-mer. Est-ce que vous êtes associé à ce travail? Je n'ai pas été conviée, donc je ne peux pas Pourquoi? dire ce qui s'y passe.
Je présume que s'ils veulent faire du Vous neuf... avez toute la légitimité pour y participer? Je présume que s'ils veulent faire du neuf, ils n'ont pas envie de gens qui ont été aux D'accord. responsabilités. Est-ce que ces assises vont dans la bonne direction? Vous les suivez quand même, enfin vous savez ce qui s'y passe. C'est-à-dire que, moi, il me semble qu'aujourd'hui, nous avions pas mal discuté avec tout le monde et nous avions tracé des axes. On avait fait voter une loi, par exemple, qui définissait une démarche, qui était de dire qu'il fallait qu'au bout d'un certain nombre de plans de convergence, il y ait, entre les Outre-mer et l'Hexagone, que les standards, les niveaux de vie, les indices de bien-être convergent avec la métropole ou avec l'Hexagone. Là, il me semble que l'essentiel serait maintenant de mettre ça en musique. D'accord. Il faut accorder plus d'autonomie aussi. Que Macron, qui n'a pas beaucoup de relais en Outre-mer, se fasse une opinion, pourquoi pas. Mais je serais désolée qu'on abandonne une démarche qui était une démarche qui avait été voulue par tout le monde et qui était une démarche raisonnable. Est-ce qu'il faut leur donner plus d'autonomie? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tant à la Martinique qu'à la Guyane qu'en Polynésie, des autonomies très importantes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que ces nouveaux régimes se rodent, que les élus apprennent à exercer complètement leurs responsabilités, mais refaire une loi avant d'avoir fait le bilan de ce qui existe aujourd'hui et qui a été mis en œuvre finalement il n'y a pas longtemps, ça ne me semblerait pas raisonnable. Dernière question. Hier, M. Darmanin a annoncé un plan sur la fonction publique pour dire que on pourrait ouvrir un plan de départ volontaire, ce qui est une formule fréquente dans le privé, mais dans la fonction publique, c'est un peu une révolution. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une révolution, parce que beaucoup de gens choisissent justement d'être dans la fonction publique, parce qu'ils savent que s'ils travaillent correctement, ils ont une garantie d'emploi. Et parfois donc là, on attaque le statut de la fonction publique. Ils acceptent parfois aussi des salaires un peu plus modestes, en se disant que comme ça, ils vont travailler jusqu'au bout de leur carrière. Donc là, c'est un petit peu revenir sur des promesses et des conventions. Ça vous révolte? Je trouve qu'il faut voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui ne me semble pas correct. Vous êtes les gardes contre? fonctionnaires. Vous êtes contre? D'accord. On va continuer avec Mme Paul Angevin, ancien ministre des Outre-mer, aujourd'hui députée Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, avec Valentin Pilate qui va poser vos questions, chers internautes. Bonjour Paul Angevin. Alors nous avons un premier commentaire concernant ce rapport de la mairie de Paris, de Francis, qui considère qu'un élu socialiste ne pense pas mais il dépense. Qu'est-ce que vous souhaitez répondre à Francis? Ça, alors là, c'est pas mal comme ça, c'est formule, le genre de choses, c'est un peu un cliché quand même. Parce qu'à chaque fois que nous arrivons aux responsabilités, par exemple en 2012, après l'ineffable Nicolas Sarkozy, les caisses étaient quand même en mauvais état. On a rétabli... Il y avait une crise, Mme Paul Angevin. Oui, mais on a rétabli les équilibres et aujourd'hui, on a laissé à Emmanuel Macron une situation beaucoup plus favorable que ce que nous avions trouvé à notre arrivée. Donc, je pense que ça fait partie des idées reçues qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, Francis... Francis a sa réponse, voilà, exactement. On va ouvrir sur d'autres sujets, on a beaucoup parlé de Paris, mais les internautes ont aussi leur avis sur plein d'autres. En l'occurrence, Apple. Apple a engrangé plus de 20 milliards de profits en 3 mois, c'est un record. Et donc pour beaucoup, comme Mazar2 sur le Figaro.fr, avec de tels chiffres, Apple devrait peut-être commencer par payer ses impôts en Europe. C'est son avis. Comment on fait ça? On est assez d'accord là-dessus, puisque nous avons aujourd'hui finalement une situation qui est tout à fait anormale, puisque la presse, l'édition sont dévitalisées par un certain nombre de grands géants internationaux qui ne contribuent pas. Et par conséquent, je pense qu'il faut qu'on arrive par des accords au niveau européen ou autre. C'est au niveau européen que ça se passe. Je pense qu'on ne pourra pas au niveau français régler ça tout seul, mais il faut vraiment pousser pour que ces gens-là, qui font des profits considérables en France, puissent contribuer à la société française. Mais nous avons ce problème-là sur tout ce qui est numérique. Voyez, et par conséquent, on a à repenser nos lois, nos financements, y compris le financement de la presse, pour faire en sorte que tous ceux qui fonctionnent par le numérique puissent contribuer aussi. Donc Apple, Google, Amazon au final. Les GAFA. Les GAFA, oui. J'avais une autre question de Sophie. Qui puisse aussi d'ailleurs être mise en cause dans la loi de la presse et sur les infractions, que leur responsabilité soit mise en cause de la même manière que la responsabilité du journal. Ça rejoint l'histoire des fake news. Vous êtes d'accord avec le projet du président de la République? On ne l'a pas encore en détail, on va y travailler bien sûr. Mais vous pourriez le voter? Il faut d'abord le voir. Oui, non, mais d'accord. Mais si vous voulez, le sujet qui est posé, à savoir comment responsabiliser toutes ces grandes maisons internationales et ces géants internationaux, je pense que c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Quels sont, selon vous, les plus grands échecs du dernier quinquennat auquel vous avez participé? C'est une question de Sophie sur Twitter.
C'est-à-dire que je crois que nous n'avons plus à expliquer les échecs du quinquennat. Tout le monde n'a pas arrêté de parler des échecs du quinquennat, y compris pendant le quinquennat. Et même les gens qui étaient à l'intérieur du Parti socialiste, dès octobre 2012, ont commencé à expliquer en détail que c'était le pire quinquennat qu'ils aient connu. Je crois que nous devrions surtout, aujourd'hui, réhabiliter le bilan du quinquennat. Oui. Parce que si on est dans la situation où nous sommes aujourd'hui, si l'année 2017 à ce niveau de croissance, c'est sans doute parce qu'on n'a pas fait que des bêtises. Mais on a passé son temps à expliquer que ce qu'on faisait était épouvantable, que Hollande était idiot, que tous les ministres étaient des nuls. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le recul, on s'apercevra peut-être qu'on a fait un certain nombre de choses utiles à la France. Ce n'est pas uniquement dû à un contexte international plus favorable, c'est aussi dû à la politique qui a été conduite en France. Si, parce que cette politique, si vous voulez, elle a heurté un certain nombre de socialistes, notamment dans son versant économique. Oui. Or, si vous voulez, aujourd'hui, on devrait avoir l'honnêteté de dire que cette politique a produit des résultats. D'accord. Mais juste pour revenir un peu sur la question de Sophie, qui quand même aimerait savoir s'il y avait un point sur lequel vous auriez aimé peut-être aller plus loin. Lequel sur le dernier quinquennat? Sur lequel j'aurais aimé aller plus loin? Oui, un point, un sujet qui soit économique ou social. Il y a un certain nombre peut-être de points sur lesquels on n'a pas osé aller jusqu'au bout. Par exemple, les contrôles d'identité. C'est vrai qu'on était parti en disant qu'on allait faire des récépissés de manière à ce que tous les contrôles puissent être récépissés de la part des forces de l'ordre. Voilà. Si vous voulez, à la limite, un garçon qui aurait une pile comme ça de contrôle d'identité sur 10 jours, bon, on verrait qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Mais on a transigé en mettant les caméras pour permettre de voir ce qui se passait. Donc peut-être que là-dessus, on aurait pu être plus, je pense, un peu plus conforme à ce que nous avions dit, parce que l'amertume des gens qui sont contrôlés demeure. Et nous n'avons pas trouvé dans de système alternatif permettant effectivement d'éviter ces contrôles abusifs. Mais ça, c'est un des sujets. Bon, bien entendu, je regrette la déchéance de nationalité, mais ça, tout le monde l'a dit. Donc, il n'a pas été adopté, de toute manière. Il n'a pas été adopté. Donc, Très bien. Merci. Encore une petite question, Valentin. Oui, il y a les petites dernières questions qui fait beaucoup de bruit, en tout cas, ce sujet ce matin. C'est cet homme d'affaires chinois qui a discrètement racheté plusieurs terres agricoles dans l'Allier, 900 hectares. Beaucoup d'internautes s'indignent sur le fait qu'au final, voilà, des investisseurs étrangers puissent racheter de nombreuses terres comme ça en France. Il y a surtout les vignobles bordelais qui ont été rachetés. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, c'est toujours pareil. Si ces gens achètent, c'est que quelqu'un leur vend. Et par conséquent, s'il y a une loi à faire pour éviter qu'un certain nombre de beaux vignobles ou de beaux terrains s'en aillent, je pense que c'est à nous de le faire. Et par ailleurs, sinon, c'est au civisme des gens de se dire, est-ce que le patrimoine de la France doit partir à volo? Vous seriez favorable de légiférer là-dessus sur Moi, il me semble que très franchement, il y a sans doute quelque chose à faire pour préserver des intérêts stratégiques et un certain nombre d'éléments de patrimoine. Voilà, c'était les réponses à vos questions, chers internautes, de Madame Georges Paul-Langevin, députée Nouvelle Gauche de Paris. Et on leur remercie de s'être prêté à l'exercice. Merci Valentin de vous être fait le médiateur de vos questions. Et puis, à lundi.